Voilà. Alors, pour continuer peut-être avec ces gens, moi j'aimerais bien demander à Brice Teinturier, justement, tout ce qu'on vient de décrire, comment est-ce que les opinions d'une manière réagissent? On sait que, bon, il y a toujours eu, face à l'économie de marché, à la mondialisation, il y a toujours eu une frange de l'opinion qui était contre, d'une manière générale. Je parle même pas des altermondialistes. Est-ce que cette frange de la population qui est réticente vis-à-vis de ce qui se passe, qui demande peut-être plus de protection, plus de prévision, est-ce qu'elle est en train d'augmenter? Ou est-ce au contraire, bon, finalement, que, si on paraphrase, je crois que c'était Churchill qui disait la démocratie c'est le pire des systèmes excellent de tous les autres, finalement, est-ce que la mondialisation, l'économie de marché, c'est pas le pire des systèmes à l'exception de tous les autres, dans la mesure où c'est le seul, dorénavant, depuis que le mur de Berlin est tombé, qui s'impose à tout le monde? Est-ce que l'opinion aujourd'hui, ça change la donne, ce qui est en train de se passer sur les marchés financiers de manière générale en économie? Bonjour, tout d'abord. Je crois que ce n'est pas une frange de l'opinion publique, c'est l'immense majorité de l'opinion publique française, qui se caractérise d'ailleurs de ce point de vue par rapport à l'opinion publique européenne ou à d'autres opinions publiques. Et cette opinion publique française, elle est viscéralement anti-mondialisation. Pour elle, la mondialisation, c'est le mal, c'est vraiment ce qui singularise nos concitoyens. Ça partage et de loin les clivages politiques traditionnels. C'est-à-dire que cette opinion, elle est massive chez les sympathisants de gauche, elle est très partagée par une majorité également de sympathisants de droite. Donc le point de départ, en France, ça devrait plutôt être ça. L'autre élément, alors je suis désolé, moi je vais pas du tout vous faire rire, je crois que ça va même être déprimant, mais l'autre point de départ, c'est qu'on a une opinion publique française non pas déprimée, ça c'est faux, les gens ne sont pas déprimés au sens où ils se réatonnent, mais défiante. Il y a une défiance généralisée à l'égard du système politique, à l'égard de la décision en général, parce qu'il y a tout simplement une faillite du résultat. La crise de défiance, c'est une crise du résultat, et depuis 30 ans, les Français, eux, font le constat que toutes les politiques qui ont été essayées n'ont jamais réussi à vaincre un chômage de masse. Et ça s'ancre là-dedans, on n'en parle pas beaucoup. C'est plus à la mode de parler de la question de l'emploi. C'est pourtant le phénomène structurel qui explique énormément de choses dans notre pays, notamment cette défiance. Alors, on a toujours une réactivation du volontarisme, on a toujours, et là chacun peut en prendre pour son grade, de 81 à 2007 en passant par 95, mais à chaque fois ça aboutit à une désillusion de plus en plus grande. Donc arrive 2008, pour répondre à votre question. En 2008, les Français nous disent d'abord, tout ça, c'est pas hyper nouveau à leurs yeux, parce qu'ils ont le sentiment, eux, d'être dans une crise depuis une trentaine d'années, hein, crise de précarité, crise d'emploi, etc. Mais malgré tout, ils comprennent très vite, à nouveau avec l'augmentation du chômage, que ça va être terrible. C'est une façon pour eux de toucher du doigt ce qui avant restait sur un mode de rejet et intellectualiser la mondialisation. Donc là, ils ont l'impression de palper les effets négatifs de la mondialisation. Et puis ils s'imaginent aussi, parce qu'on le leur fait croire, pardonnez-moi, mais on le leur fait croire qu'on va changer tout ça, qu'on va mettre de la régulation, de la refondation, et que d'un monde terrible va sortir plus tard un monde beaucoup plus régulé, beaucoup plus refondé. Et 2 ans après, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent Macache Bono. Le monde d'après ressemble furieusement au monde d'avant. Il n'y a pas tellement plus de régulation. Ils ont le sentiment que ce qui structure et gouverne le système, comme les Français disent, avec toujours cette grille de défiance, ce sont les grandes entreprises internationales, les marchés financiers, et c'est pas ce qui s'est passé cet été qui va leur donner le sentiment inverse, et que du coup, ils n'ont pas prise en tant que citoyens, qu'on ne peut pas exercer un contrôle démocratique sur des politiques publiques, puisque ces politiques publiques ne fabriquent pas de résultats, et que la décision leur échappe. Donc l'inquiétude, elle est plus qu'importante sur cette dimension-là, mais elle est totalement intégrée. Donc vous avez les Français qui ne sont pas déprimés, encore une fois, qui ne sont pas atones. D'ailleurs, on a tous des collaborateurs, des salariés, on constate tout qu'il y a de l'énergie qui s'investit dans ce pays, en dépit de ce qu'on peut raconter. Simplement, ils considèrent qu'ils n'ont plus le contrôle et que les dirigeants n'ont plus le contrôle des choses. Donc ça redistribue les cartes sur la façon de concevoir le rôle des uns et des autres, sur également les attentes ou les revendications. On est passé assez vite des premiers chiffres que vous avez indiqués à la discussion sur les origines et les mouvements d'idées. Ce sont quand même des chiffres qui sont assez terrifiants, mais une des premières revendications, effectivement, et c'était l'introduction qui a été faite des salariés aujourd'hui, c'est une revendication salariale. Donc on est la 5e puissance mondiale, semble-t-il. On est quand même dans un pays où, et ça c'est fondamentalement important, je crois, à prendre en compte, on n'échappera pas à ce débat autour de la question de la répartition de la richesse. De toute façon, il est là le débat. Et puis la question salariale, moi ce que je constate dans mes enquêtes, en tous les cas, c'est que quand vous demandez aux cadres, pas seulement à l'ensemble des salariés, mais même aux cadres, quelles sont aujourd'hui leurs principales demandes ou revendications,
eh bien les rémunérations arrivent en deuxième ou en troisième position, et sur l'ensemble des salariés, ça peut arriver en première position. Qu'est-ce que ça va donner dans les urnes, tout ça? Est-ce qu'il y a des... On parle évidemment du retour des nationalismes, et je ne vais pas me priver de vous poser la question. Effectivement, on a une échéance électorale importante. Est-ce que les résultats sont prévisibles, ou pour vous, c'est quand même, on est complètement dans l'incertitude de ce qui peut se passer? C'est-à-dire que s'il y a encore des mouvements financiers terribles en quelques mois, s'il y a encore des annonces de faillite importantes de banques, est-ce que ça peut complètement modifier aujourd'hui l'opinion? Bon, d'abord, je croyais échapper à cette question. Il me semblait que c'était un débat sur la répartition de richesses, les rapports des Français éventuellement à l'argent, mais bon, ce que ça fabrique une désillusion et une méfiance accrue sur un terreau qui l'était déjà. Cela fabrique de l'abstention, potentiellement, du vote à la périphérie du système avec une montée, vous le savez tous, d'un vote Le Pen ou d'un vote de contestation. Ça favorise la crise provisoirement les partis de gouvernement en termes au moins de capacité à être entendus. D'ailleurs, aujourd'hui, on entend moins les partis, on va dire, centraux ou à la périphérie. Un petit peu moins, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas là dans les moments électoraux. Et ça rend naturellement beaucoup plus difficile la perception ou une perception positive du pouvoir en place. C'est-à-dire que quand on dit que la crise peut avantager le pouvoir en place, il faut vraiment beaucoup d'imagination pour aboutir à une telle conclusion. La crise, elle lamine le bilan. La crise, elle génère des plans d'économie. Donc elle génère plutôt du mécontentement, de l'inquiétude que de l'adhésion à ce qui a été fait. Elle oblige le pouvoir à changer son système de valeurs ou à l'adapter en tous les cas, si ce n'est le système de valeurs, du moins un certain nombre de mesures par rapport à ce qui avait été le contrat initial de 2007. Donc la crise, elle a des effets préjudiciable plutôt sur les pouvoirs en place. Et aujourd'hui, en revanche, elle génère une demande de crédibilité du côté de l'opposition. Donc si je traduis, au deuxième tour, ça fait Hollande contre Le Pen, c'est ça? Ah non, pas du tout. Ça, pour le coup, vous allez quand même un petit peu vite en besogne. J'essaie d'avancer par des contre... Non, mais je vois bien, mais moi, j'essaie de modérer parce que... Non, moi, personnellement, je suis convaincu que nous aurons un second tour qui opposera Nicolas Sarkozy au candidat du Parti socialiste. Ça ne veut pas dire qu'il est exclu que Marine Le Pen soit qualifiée au second tour. C'est déjà arrivé dans le passé. Mais les conditions étaient différentes. C'est arrivé par surprise, ne l'oubliez jamais. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose qui avait été désiré, alors qu'il y a ce spectre du 21 avril qui, en permanence, est réactivé. Et puis, je pense qu'il y a des enjeux de crédibilité qui, malgré tout, jouent fortement et jouent en faveur d'un second tour gauche-droite. Alors, je ne sais pas si on est enregistré, si je prendrais ça en pleine figure, au cas où vous l'êtes. Un second tour différent, peu importe. Il faut la logique aujourd'hui du système, ça reste malgré tout cela. Avec, c'est quand même la grande différence, avec un vote Front National qui a toutes les raisons d'être élevé. Ça, c'est clair. Et du coup, ça pèse sur le second tour, ça pèse évidemment sur toutes les conditions. En gros, en caricaturant, on a deux modèles disponibles sur la présidentielle. Le modèle de 2002, abstention et dispersion des voix. Vous savez ce que ça a donné. Et puis le modèle de 2007, réactivation de l'espérance, remobilisation, participation exceptionnelle. Et ça a donné la victoire de Nicolas Sarkozy. On est aujourd'hui dans un modèle intermédiaire qui tire vers 2002 parce qu'il n'y a plus d'espérance. Il y a de la désillusion, de la défiance, et il n'y a plus d'espérance. Mais vous avez malgré tout des moteurs, alors qui peuvent être négatifs, des moteurs de mobilisation par antagonisme, par rejet, qui sont aussi là. Et puis vous avez la crise qui vient brouiller les cartes. Donc je pense qu'on est entre ces deux modèles et pas sur le modèle de 2002, donc pas sur un second tour, Marine Le Pen, François Hollande, Martine Aubry ou je ne sais qui d'autre. D'accord, merci. Alors n'hésitez pas les uns les autres, encore une fois, à vous interrompre. On va essayer de mieux comprendre comment ça s'est vu tout ça du côté de l'entreprise. J'ai demandé à Geoffroy Roux de Bézieux de prendre le micro. Alors Geoffroy Roux de Bézieux, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient d'entendre, on a l'impression quand même qu'il y a un nouveau langage, et Madame Fleury nous le disait tout à l'heure, Cynthia Fleury disait, il y a une espèce de prise de conscience quand même de l'ensemble des entreprises sur à la fois les grands écarts, à la fois les problèmes de pouvoir d'achat. Vous faites partie des 16 ou 20 patrons français qui ont accepté de rejoindre Boris Lévy. Vous avez même, devancé, si j'ose dire, l'appel pour dire oui, les patrons les plus riches, ça doit effectivement être plus taxé. Est-ce que c'est un effet de manche ou est-ce que derrière, il y a une vraie réflexion, pas forcément morale, mais peut-être même réaliste et pragmatique sur la situation qu'on traverse? Bonjour à tous. Donc oui, j'ai fait partie des gens qui ont dit qu'ils étaient prêts à payer un peu plus d'impôts. Je le fais pas avec beaucoup de bonne humeur. Personne n'a envie de payer des impôts.
Mais je crois que la France est dans une situation extrêmement difficile. Fillon avait dit en 2007, la France est en faillite, ça n'a pas beaucoup été repris. Pour la première fois, grâce ou à cause des hedge funds, l'ensemble de la classe politique, à l'exception peut-être de quelques-uns, et l'ensemble de nos compatriotes l'ont enfin compris. On va au-devant de sacrifices importants. Je crois que le mini plan de rigueur qu'on a eu n'est qu'un apéritif. Et donc, on va être obligé de réduire un certain nombre de prestations qu'on connaît depuis presque 45. Il me semble légitime, normal, quand on gagne bien sa vie, de contribuer de manière proportionnelle. Alors évidemment, ça fait un peu démago, ça fait un peu tout ce que vous voulez. Bon, moi, à la limite, si on m'accuse d'être démago, je m'en fous un peu, parce que ce que je crois, c'est qu'on est en démocratie, que ces sacrifices sont difficiles, et qu'il faut être capable de montrer un peu l'exemple. Je remarque quand même qu'on demande beaucoup aux patrons, entre guillemets aux grands patrons, moi je ne suis pas un grand patron, mais enfin aux gens qui gagnent de l'argent. On n'a pas beaucoup entendu les chanteurs, les footballeurs, les acteurs, etc., etc. Pour aller un cran plus loin dans la réflexion, puisque moi j'ai préparé la question qui était sur le truc, pas les autres questions sur les intellectuels. J'aurais eu du mal d'ailleurs par ailleurs, mais la question c'est le partage du gâteau. Et alors je vais citer Marc Blondel pour faire plaisir à mon voisin de droite, enfin qui est plutôt à gauche mais qui est à ma droite, pour pas qu'il y ait des malentendus. Quand j'étais président de Croissance Plus il y a quelques années, j'avais invité Marc Blondel et donc on avait débattu. Enfin il avait beaucoup parlé en fait, c'était un débat un peu particulier. Et à la fin il m'avait dit une phrase qui m'avait beaucoup marqué. Il m'a dit mais vous êtes un patron, vous êtes un entrepreneur, vous êtes là pour créer plein d'argent, gagner plein d'argent, et moi je suis un syndicaliste, je suis là pour vous le piquer le plus possible au profit des salariés. Donc le débat du partage de la richesse, il n'est pas nouveau. Simplement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que pour partager le gâteau, pendant des années, le gâteau a grossi. Et donc, c'était plus facile. Puisque chaque année, le gâteau grossissait. Et on en trouvait toujours un petit bout. Il y avait ce que Bergeron disait aussi, je cite FO à longueur de journée, il y avait du grain à moudre. Bon. Maintenant, en tout cas en Europe, ou dans le monde occidental, il n'y a plus de grain à moudre. Donc le gâteau, soit il se rétrécit, soit au pire ou au mieux, il est stable. Et donc, évidemment, ça crée des tensions relativement importantes. Alors, ce point de distribution, il est aussi mal posé en France parce que on est très, perturbé par des chiffres qui circulent, des affaires de Golden Parachute, quelques patrons qui ont effectivement, je le dis de manière assez directe, complètement déconné. Mais quand on regarde sur plusieurs années, il y a le rapport Cotis. Cotis, c'est le président de l'INSEE, économiste plutôt classé à gauche, qui a regardé la part de la valeur ajoutée, enfin la part des salaires, de la valeur ajoutée sur les 20 dernières années. Or, à quelques pourcents près, c'est stable. Donc, le gâteau est à peu près partagé pareil depuis 20 ans. Pourtant, il faut s'en rendre compte, et je pense que M. Teinturier pourra peut-être conforter ça, il y a une perception d'inéquité. Je ne dis pas d'inégalité, parce que l'inégalité, je crois que c'est pas le sujet. D'inéquité, qui est assez forte. Réelle ou pas réelle, mais encore une fois, en étant démocratie, il y a une perception. Et du coup, le chef d'entreprise dans son entreprise, le chef d'entreprise dans son territoire, le chef d'entreprise dans sa collectivité France, doit en tenir compte. On n'est pas, nous, patrons, hors sol. On est implanté dans une région, dans une communauté, dans un pays, dans un continent, et on doit en tenir compte. Donc à partir de là, voilà un peu la raison de ce geste. Et puis un dernier mot quand même pour dire que... Cette histoire de taxes sur les... Je ne sais plus si c'était les super ou les méga riches, enfin, taxes supplémentaires... D'abord, c'est pas ça qui résoudra le déficit, il faut quand même le dire en français. Et puis, c'est assez, périphérique, parce qu'il faut raisonner sur l'ensemble de ce qu'on paye en prestations, en impôts, en cotisations. Il faut essayer de trouver un système fiscal, et cette réforme fiscale qu'on attend tous, je ne sais pas si elle sera posée en 2012, qui permette d'encourager le risque et de décourager la rente. Il y a un vieil adage de droit qui dit « là où est le risque doit être le profit ». On est quand même le seul pays au monde qui a un impôt qui, quand vous investissez de l'argent dans des PME, le taxe, c'est l'ISF, et si vous achetez des tableaux, vous n'êtes pas taxé.